Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va continuer la construction du district sud de la vieille ville de Wessenheim. Eh ben, allons-y. Donc là, je vais commencer à enlever toutes les maquettes qui sont pour l'instant disposées à blanc sur cette partie-là de la vieille ville. Et on va s'occuper aujourd'hui de continuer le détaillage autour du lavoir et autour de la zone qui permet d'arriver à la poudrière. Donc la poudrière, c'est un kit Faller qui est issu du château de Bran. Alors Faller a vendu plusieurs références qui sont directement issues du château de Bran, et la poudrière en fait partie. Et je trouvais intéressant de réutiliser cet espace-là, en fait, qui vient donc ceinturer le sud du rempart de la vieille ville. Et donc, du coup, un peu un travail intéressant par rapport à la géométrie et aux proportions de ce modèle. Donc là, je commence à faire des gravures en ce qui concerne une voie qui part du lavoir et qui va vers un ponton en pierre, un ponton de chargement, de déchargement. Je trouvais intéressant d'avoir cet espace-là qui va pas forcément être très très visible, mais qui permet de donner un peu une ambiance comme ça. Voilà. Alors la gravure, je continue la même façon que j'avais déjà fait, en utilisant la pointe d'un crayon de bois au crayon à papier, pas parfaitement taillé pour que j'ai une pointe ronde et pas vraiment véritablement une pointe qui soit trop pointue, justement pour éviter de déchirer le styro dur quand je le grave. Et puis là, je continue la mise en place des différentes dalles. Alors, exactement comme pour la deuxième vidéo, l'épisode 40 de la vieille ville, quand je vous avais expliqué que je faisais des dallages qui ne sont pas des dallages mécaniques. Je préfère de très très loin, ça permet de donner quelque chose de beaucoup plus organique, et surtout de choisir un petit peu la taille des dallages. On est sur du pavage, mais qui sont sur des dalles qui sont quand même assez importantes à cet endroit-là. Et du coup, ça permet de pouvoir jouer sur la différence de taille des différentes dalles, et vraiment montrer que on est finalement on est sur une installation qui est fait avec des matériaux qu'on a déjà sous la main, et puis qui n'est pas déterminé par des calibres mécaniques comme pourront l'être la fabrication des palages et la pose des palages au 19e et au 20e siècle. Là, on est vraiment sur... on a un problème, c'est qu'on ne veut pas avoir de sol avec des ornières, etc. On a une solution, on met de la pierre plate dressée au sol, et on évite d'en mettre trop, parce que sinon, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc là, effectivement, au niveau des détails, c'est comme ce que je disais, pareil, sur l'épisode 40, j'aurais pu très bien ne pas me casser la tête à mettre en place ces détails-là, d'autant plus que ce module-là, techniquement, est à 1,5 m à peu près de l'endroit où va se situer l'observateur. Donc s'occuper de savoir comment vont être les dallages et la répartition des dallages sur quelque chose que potentiellement on ne verra pas, c'est peut-être faire des efforts pour pas grand-chose.
Moi, je pense que quand même, ça va contribuer à l'ambiance générale. Et c'est pour ça que, du coup, se pose la réflexion de comment on met en œuvre la mise en place des détaillages dans une partie de maquette qui, effectivement, ne va pas être sous le nez du spectateur. Voilà. Donc là, je crée un chemin. Il faut voir qu'en vis-à-vis du chemin que je suis en train de graver, il y a l'entrée de l'étable. Alors, c'est une espèce d'étable grange. Et donc là, pour montrer que les pavés n'ont pas été mis encore, parce que là on est sur de la montée, etc. J'utilise l'arrière du crayon pour venir créer un renfoncement dans le styrodure et donc montrer une espèce d'usure qui est liée au déplacement des bêtes qui vont ensuite être mis en stockage temporaire dans cette grange. Voilà. Donc là, je vais faire une zone, voilà, qui elle sera pas une zone pavée, laissant la zone pavée aux endroits où les humains vont circuler en priorité. Je m'étais posé la question, effectivement, si sur cette montée, j'allais mettre aussi du pavé. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait être sympa de laisser un côté terreux avec des herbes folles, des choses comme ça qui montrent quand même qu'on est dans un espace fonctionnel, mais qui n'est pas un espace complètement urbanisé, quoi. Alors ensuite, après, je continue à mettre mon anthracite, qui va donc me permettre d'être la base des peintures qui arriveront derrière, puis ça me permet aussi d'uniformiser l'ensemble des teintes, parce qu'on voit qu'il y a des matériaux qui tirent un peu vers le brique rouge, des matériaux vers le gris, la couleur du styrodure qui est bleu ciel. Donc pour pouvoir avoir une uniformisation de tout ça, je peins avec mon anthracite. Donc la composition de l'anthracite est assez simple. Il y a un volume de noir oxyde, il y a un demi-volume de blanc et un quart de volume de cyan, ce qui permet d'avoir cet anthracite légèrement coloré bleu. Donc c'est un gris, l'anthracite, mais qui est légèrement coloré bleu, et cette coloration bleue est intéressante parce qu'elle va permettre de pouvoir sursaturer par transparence la présence de bleu sur les peintures supérieures, ce qui va me permettre d'éviter de devoir trop en utiliser et de devoir trop compenser pour récupérer notamment des couleurs froides. Donc c'est une technique que j'utilise maintenant depuis pratiquement 2 ans et demi sur Wessenheim, et j'en suis assez content. Donc du coup, je continue de généraliser cette technique-là sur ma sous-couche avec un gris qui n'est pas un gris neutre et qui est encore moins un gris chaud, parce que sinon ce serait très problématique, mais qui est plutôt un gris froid, donc rehaussé avec du cyan pour justement permettre d'avoir des meilleurs contrastes lorsque je vais peindre notamment des couleurs chaudes dessus, c'est-à-dire du grès des Vosges, avec la trilogie de couleurs que j'utilise. Donc là, il n'y a pas grand-chose en termes de difficulté. Alors c'est encore une fois, là, au niveau de la peinture, comme toujours, l'objectif est de colorer, l'objectif n'est pas de croûter, hein. Donc on utilise un pinceau, là en l'occurrence c'est un pinceau à poil de porc, qui est là pour appliquer la teinte, mais qui n'est pas là pour faire un croûtage, hein. On a en fait simplement besoin de colorer la matière uniformément. Donc finalement, il y a très très peu de peinture qui est appliquée sur le support. On nous vient en remettre de temps en temps, mais on la tire, on la frotte, d'une certaine manière, on la gratte,
Et d'une part, ça va permettre d'éviter d'avoir des surcouches qui sont inesthétiques, mais d'autre part, ça permet de s'assurer d'avoir une répartition uniforme de la peinture sur le support. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est donner une coloration, donner une uniformité, c'est pas commencer à faire des pâtons de peinture avec une grosse épaisseur qui viendrait en plus cacher les détails. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a exactement la même chose comme effet que ce qu'on peut avoir avec un après sur un ensemble de collages pour des maquettes plastiques, c'est que du coup, avoir fait cette uniformité, ça vient donner une très très bonne vision en fait des défauts, des déformations du sol, et ce qui permettra à la suite de venir rajouter des détails ou pas. Donc là, je suis en train de mettre en place la dernière partie de la rehausse en styrodure de 1 mm, 1 mm 2 je crois, autour du chemin de ronde de cette partie-là du rempart, formée par comment s'appelle, la poudrière. Bon, là, c'est de la découpe avec de la géométrie, et c'est une géométrie qui est un peu pénible, donc c'est un peu... je m'y reprends à plusieurs fois pour pouvoir faire ces pièces qui me manquent, sachant que, pareil, dessus, je vais dessiner un pavage qui, lui aussi, sera aussi agrémenté d'herbes. Alors je viserai certainement de la fibre électrostatique de 1 mm pour faire des petites pousses d'herbe à droite à gauche, avec des petits points de peinture, puis du sable, de la terre, pour montrer un peu l'usage à certains endroits. Bref, évidemment, je ne vais pas garder ces grandes surfaces minérales vides comme ça. Il va y avoir ensuite, lors de la mise en place de l'étape de végétation, une végétalisation pour montrer que y a certains endroits qui sont tellement peu fréquentés que y a la végétation qui commence à reprendre ses droits. Je pense que c'est assez intéressant. Il faut garder à l'esprit que très rapidement, la végétation vient revégétaliser, du coup, des espaces artificiels, et les villes sont des espaces artificiels. Et qu'il ne faut pas, en fait, autant de temps qu'on le pense pour que des éléments qui semblent très technologiquement et très industriellement mis en place deviennent colonisés par la nature. C'est assez marrant. On a pu voir, notamment pendant le confinement, l'impact de la baisse de la circulation, de la baisse du trafic sur les routes, avec l'apparition dans les crevasses d'herbes et de début de reconquête de la végétation. Et ça, c'était très intéressant. Il y avait un article qui avait été publié dans la revue Le Moniteur, justement, qui montrait l'impact de la baisse de la fréquentation humaine dans les grands axes routiers, et comment, pendant le confinement, ces grands axes avaient été énormément endommagés par le fait qu'ils n'étaient pas utilisés, justement. Donc c'est assez intéressant, parce que ça montre effectivement le travail de sape, finalement, que peut avoir la nature sur les constructions humaines. Voilà, donc là, la mise en place de ces différents éléments nécessite de revoir un petit peu les découpes, parce qu'on a des géométries qui sont pas faciles, et donc effectivement, ça demande de faire des ajustements, de nombreux ajustements, avant d'obtenir quelque chose qui soit cohérent et qui permette de remplir la fonction dont on a besoin avec cette plaque de styrodure, qui est aussi de légèrement surélever le
le niveau du sol pour être parfaitement plan et parfaitement au niveau en fait du bas de la construction de ce modèle. Voilà. Donc ensuite, après, il va y avoir tout le travail de finalisation de cette maquette, de mise en place aussi des éclairages, parce que là, on va avoir quand même des points d'éclairage urbains et des points d'éclairage du bâtiment à l'intérieur pour permettre justement de donner comment ça s'appelle, un effet supplémentaire lié à ce bâtiment. J'ai pas mis de LED pour le moment au pied de la muraille, mais cette muraille, elle va être mise en valeur, elle va être éclairée. Donc il faut que je vois un petit peu comment je vais utiliser les dispositifs pour pouvoir permettre justement d'éclairer toute cette zone-là qui est autour du lavoir, ainsi que les coursives. Et évidemment, le bâtiment de la Poudrière, lui, il est loin d'être terminé, il reste encore énormément de travail à faire, de détails à ajouter. Il y a des choses que j'aimerais rajouter aussi sur ce bâtiment. Et puis, son vieillissement atmosphérique, de la même façon que ce que j'avais fait sur le petit bâtiment du lavoir, qui sera ensuite étendu aussi au château principal. C'est-à-dire le travail de vieillissement de cet enduit pour lui donner un aspect plus réaliste et avec un vieillissement atmosphérique plus important. Voilà, donc là on commence à voir un petit peu de cet espace qui est dessiné. Je suis assez content en fait globalement du dessin, de l'ensemble de cet espace, parce que on a quelques éléments qui sont cachés, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles, mais que moi je sais par rapport au dessin et au tracé du dessin. On a des rapports de phi, alors phi c'est le nombre d'or, comme ce qu'on trouve très, très régulièrement en architecture. On a bien évidemment des rapports de distance, alors même si on est au 87e, donc on a un rapport de démultiplication de 87, mais on a des rapports de distance qui sont déterminés soit par le nombre d'or, soit par la divine proportion et la suite de Fibonacci. Donc c'est ça qui est assez amusant. Alors c'est totalement anecdotique, mais dans la façon dont les différents volumes sont faits, on retrouve des proportions, des multiples de pi, des multiples des fractions du nombre d'or. Donc c'est assez marrant. Des ratios avec le nombre d'or au carré, etc. Bon, ça c'est des dessins et des tracés qui moi m'ont amusé à être mis en œuvre, parce qu'effectivement au Moyen-Âge, ce genre de jeu sur les proportions sont, avant même d'ailleurs l'invention du mètre, sont très courants. Donc du coup c'est vrai que ça permet de donner un aménagement et un espace d'aménagement qui est très intéressant, qui est déstructuré aussi, qui prend justement le parti pris de mise en œuvre d'un site qui est beaucoup plus organique du coup. Et je trouvais l'idée intellectuellement plaisante. Voilà, donc là je continue les pavages sur les pièces que j'ai découpées. Et là c'est pareil, je ne veux pas de pavage mécanique, donc j'utilise pas le rouleau. Je veux vraiment quelque chose qui montre que ça a été fait par des artisans à différentes périodes, que ça a pu être rénové, donc on essaye de cacher au maximum. Alors vous voyez par exemple le pavage qui est un pavage fait sur un matériau de nord pour la rampe. Donc c'est une espèce de toile goudronnée avec un motif qui est pressé sur cette toile goudronnée, qui est assez intéressant, qui est en pavage à la romaine.
Là, il est très très structuré et donc il est d'ailleurs sur une autre échelle, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, le ratio et la façon dont il est, dont c'est. Donc justement, moi je fais des pierres beaucoup plus grosses en superficie. Parce que justement, là, on est sur une montée où il y a des chariots qui passent, donc il y a eu un soin tout particulier sur le montée de la ville qui a été fait sur cette rampe-là, parce que c'est une rampe et que c'est difficile. Voilà, mais j'aimais bien le fait de jouer avec ces différentes tailles de pavés, de dalles, parce que là, effectivement, on m'a fait remarquer que, vu la dimension de mes gravures, j'étais plus sur de la dalle que sur du pavage. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, qui pourra être le fruit derrière d'une réflexion sur la couleur qu'on pourra avoir et sur les contrastes qu'on pourra avoir quand on va attaquer la peinture. Mais on reste quand même relativement cohérent par rapport notamment à la dimension des murs de taille. Et donc je trouve que cet ensemble-là, aussi bien en termes de tracé géométrique qu'en termes de proportion, fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc je suis assez satisfait de moi, ce qui est cool, d'une certaine manière, parce que justement, je trouve que ça fonctionne bien. Et du coup, quand la végétation va être mise en place, on a un premier triangle là, sur le mur, où on va avoir justement de la végétation aussi, qui va légèrement dégouliner sur le mur. Bref, il va y avoir des choses intéressantes qui pourront être faites au niveau de la sculpture de la lumière, de l'éclairage donc, et aussi au niveau de l'habillage de la végétation sur toute cette zone-là. Et donc je suis quand même très content de ce résultat-là, et très content des effets qu'on obtient sur l'ensemble de cette partie-là du module. Alors ensuite, après, dans les différents travaux qui vont être réalisés, il va y avoir l'aménagement, alors ça ne fera pas l'objet de cette vidéo, il va y avoir l'aménagement du fond du canal, et puis ensuite, après, il va y avoir la préparation du fond du canal, les peintures aussi de l'ensemble des sols, et puis une fois que l'ensemble du module sera peint, là, à ce moment-là, on viendra couler la résine, et ça va être un chapitre que je veux absolument aborder dans le chapitrage de la vieille ville de Wissenheim. Mais le fait de couler la résine doit se faire à une température relativement stable, et là en ce moment il fait un peu trop froid. Il vaut mieux couler la résine quand la température ambiante est aux alentours de 21-22 degrés, et là je suis plutôt aux alentours de 17-18 ici au premier étage, puisqu'il y a une vague de froid en ce moment, donc c'est pas optimal pour couler de la résine, ce qui moi m'arrange parce que du coup ça va me laisser le temps de faire les peintures, les aménagements et de préparer le fait de couler la résine. Voilà. Et ben je replace ensuite après le bâtiment et la muraille, et comme vous pouvez le constater, c'est assez sympathique. En tout cas, je tiens à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim. Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau, et puis pour d'autres vidéos concernant le modélisme ferroviaire ainsi que des lives. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites du train. Ciao!